22 février. Aujourd'hui à l'émission, on aborde deux sujets. En fin d'émission, on va parler de musique trad, mais tout d'abord, un sujet très intéressant, les droits des personnes avec un trouble de santé mentale. Bienvenue à Studio Libre. Les gens qui ont un problème de santé mentale ont des droits, comme tout le monde, et c'est important de les faire respecter. Dans l'Outaouais, il y a un organisme qui s'en occupe. C'est Droit Accès Outaouais. On en parle avec leur coordonnatrice, qui est Rebecca Labelle. Bonjour, Madame Labelle. Bienvenue. Bonjour, merci de nous recevoir. D'abord, Droit Accès de l'Outaouais, qu'est-ce que c'est pour les gens qui ne connaissent pas l'organisme? Donc, nous, on est un organisme qui est régional. Donc, on est dans la région 07. On est un organisme qui est en défense des droits pour les gens qui sont aux prises avec des troubles de santé mentale. On va faire de l'information, de l'accompagnement. On aide les gens à défendre leurs droits, principalement dans le domaine de la santé, plus précisément le domaine de la santé mentale. Et quel genre de droit qui pourrait être ou qui est bafoué? Les droits les plus souvent, les droits qui sont constamment lésés, ça va être la participation aux soins, ça va être l'accès aux services, le droit à l'information, l'accès à son dossier médical. Ça va être tout ce qui entoure les mesures exceptionnelles qu'on parle. Donc, les ordonnances de traitement, les obligations à être isolé dans une chambre pendant un traitement, exemple. La prise de médication involontaire, puis également tout ce qui ressemble à une garde qu'on appelle, donc les gardes en établissement. La loi P38, qui est un peu moins connue, donc tous ces aspects-là sont couverts par l'organisme. Quand vous parlez de loi P38, c'est la loi qui permet aux autorités de nous mettre à l'écart en fait, d'enlever les droits de la personne de choisir. Donc, les policiers ont l'autorité d'amener la personne à l'hôpital pour se faire évaluer sans son consentement. Et on le voit, on l'a vu, il y a eu un reportage d'enquête à Radio-Canada la semaine dernière. Et donc, c'est un phénomène qu'on voit de plus en plus. Puis au Québec, on a tout le temps été, en tout cas, selon ce qu'on peut entendre, les champions de la consommation des antidépresseurs, benzodiazépines et nommez-les. Puis c'est drôle parce que je me suis posé la question en préparant l'entrevue. Puis je me suis dit, quand on va chez le docteur et puis qu'on parle de notre rendez-vous chez le docteur, puis qu'est-ce qu'il t'a donné? Si, exemple donné, le docteur nous dit, il me semble que tu serais dû pour faire des activités, sortir, puis là, tu dis, moi, non, je veux une pelule, je veux quelque chose, je veux un papier, une prescription. Ça s'inscrit vraiment bien dans notre société qui est hyper performante. Oui. Puis, tu sais, plutôt que si je te donne le choix entre prendre une médication qui va régler tous tes problèmes instantanément ou sinon de prendre un choix alternatif qui va être un peu plus long, ce qui est acceptable, c'est de régler ces troubles maintenant, pas un peu plus longtemps. Puis pourtant, je veux dire, dans la plupart des cas qu'on peut observer, la psychothérapie est beaucoup plus efficace que la médication. Fait que c'est souvent ça qu'on voit, autant avec le médecin, mais la personne aussi. Puis tu sais, l'idée ici, c'est pas de démoniser la médication. C'est pas de dire « prenez pas ça, c'est pas bon ». C'est pas comme ça qu'on veut faire passer le message. Mais plutôt, est-ce que vous êtes au courant de ce que vous prenez? Oui. Et des effets que ça peut avoir. Absolument. Souvent, on peut avoir une liste d'effets secondaires puis on voyait la dépendance aussi, parce que tout médicament peut potentiellement créer une dépendance, pas chez tout le monde, mais chez certaines personnes. Exact. On peut être addict au Tylenol. Il y en a qui peuvent l'être. Donc, souvent, c'est peut-être un sentiment de bien-être qu'on peut avoir avec ces pilules-là, mais on l'a dit, la psychothérapie, souvent, va être de pair avec la médication. On peut pas vraiment... les pilules miracles, ça existe pas vraiment. Malheureusement, ça existe pas, effectivement. Puis, c'est souvent, on va opter pour le choix le plus rapide, le plus économique aussi. Donc, ça va devenir puis les benzos, en général, là, ça va créer une dépendance. Puis c'est ça qui est que les médecins vont pas suffisamment expliquer. Puis c'est pas
juste les médecins, les pharmaciens aussi. Puis le message que j'ai vraiment envie de marteler, c'est plutôt, tu sais, le Collège des médecins, c'est eux qui régissent le droit de pratique. Donc, pourquoi, sachant qu'on a une médication qui est prescrite sur plusieurs années, qui devrait être quelque chose de prescrit pour momentané. Tu sais, j'ai un événement momentané, quelques semaines, puis c'est des prescriptions qui finissent par devenir des années, c'est un sevrage pour ces gens-là. Puis ça, ben, comme on l'a vu dans le reportage, les gens le savent pas. Ils sont pas au courant. Le médecin prend pas 10 minutes pour te dire, bon, ben, tu vas t'arriver ci, va t'arriver ça, tu vas faire ci, tu vas faire ça. C'est prends ça, tu vas être comme, tu vas te sentir mieux. Tu vas être correct, finalement. Si jamais t'as des symptômes qui fonctionnent pas, reviens me voir, on en reparlera, tu sais. Mais souvent, retourner voir son médecin, ça peut être long. Ça peut être très long, dis Oh oui. Personnellement, bon, pour un autre problème, j'ai essayé de rejoindre un médecin, ça a fait 6 mois, puis j'ai aucun retour d'appel présentement. Puis tu sais, je veux dire, je veux pas t'en blâmer les gens ni les médecins, mais il manque de ressources alternatives. Ça, faut en parler. Tu sais, les gens vont où, à part à l'hôpital, quand ça va pas bien? Puis je trouve que la prise de médication, ça va dans le même sens. Tu sais, c'est quoi tes options autres que la médication? Est-ce que, tu sais, puis là, viens pas me dire bois du thé puis relaxe-toi. Je veux dire, c'est quoi les vraies options qui s'offrent à nous? Tu sais? Dans votre mission, bon, vous défendez les droits et les gens vont vous voir comment ça fonctionne un peu. Parce que j'ai l'impression, corrigez-moi si je me trompe, là, mais j'ai l'impression que les gens disent, ben, qu'est-ce qu'il y a de problème? Bon, je prends ma pilule, puis that's it, puis j'ai pas besoin de me badrer d'autre chose, là. C'est, on y va comme on peut, puis on se débrouille avec le système qu'on a, finalement. Oui, exact. Mais les gens vont venir nous voir quand, ben, ça fait plus l'affaire, tu sais. Les gens vont venir à droit accès quand, ben, ils veulent changer la médication, puis le médecin voudrait pas. Les gens vont venir nous voir quand, ben, finalement, le traitement que j'ai reçu, c'était pas à ça à quoi je m'attendais, je veux porter plainte. Tu sais, j'ai pas reçu l'information. Je suis en situation de sevrage, de crise ou peu importe, à cause de cette médication-là. Là, je veux porter plainte, je veux faire valoir mes droits. Tu sais, nous, c'est comme ça qu'on va faire la rencontre de ces personnes-là. C'est qu'ils vont venir à l'organisme, ils vont dire, ben, qu'est-ce que je peux faire en ce moment avec ce problème-là? Comment vous pouvez m'aider? C'est quoi les procédures que je dois suivre? Fait que nous, c'est dans ce sens-là qu'on va les rencontrer. Puis on va les aider au travers de leur démarche. Donc, voici ce qui peut s'offrir à toi comme démarche pour faire valoir tes droits, pas juste porter plainte, mais aussi on joue un rôle de courroie de transmission. On a des contacts avec les autres organisations communautaires. On peut référer quelqu'un vers un service qui va être plus approprié. On n'a pas une baguette magique, là. Non, effectivement. C'est pas un miracle, là. Puis la personne, ben, elle va faire sa démarche, puis souvent, à la fin de sa démarche, c'est beaucoup plus riche pour cette personne-là, parce qu'elle aura fait valoir elle-même ses droits. Tu sais, elle va être allée jusqu'au bout d'une démarche, même si le résultat n'est pas tout à fait celui qu'on espère, ça change rien. La personne, elle s'est fait entendre, puis ça, c'est important. C'est ce qu'on voit moins présentement. Tu sais, la lumière, elle est moins mise sur les gens qui, justement, vivent ces problématiques-là. Faut leur donner une voix, puis également, ben, je peux comprendre que c'est pas évident de lever la main puis de dire « Hey, moi, j'ai eu ces problèmes-là. Puis, tu sais, on m'a pas aidé puis je suis toute seule dans mes troubles. » Il y a encore un spectre de honte, j'allais dire, autour de la maladie mentale. Même si on en parle depuis... Bon, il y a eu la pandémie avec l'exacerbation de tous ces problèmes-là qui est venu nous frapper de plein fouet. Mais même avant, on sent toujours que les gens qui prennent de la médication ou qui ont un trouble de santé mentale
ben, se cachent un peu, Ben, puis disent oui. non, ben, je veux pas que ça se sache. Ouais. Même à un certain entourage, là. Oui, il y a proche il y a même. encore beaucoup de stigmatisation. Mhm. Puis tu sais, là, on va pas refaire la Terre aujourd'hui, on va pas refaire le système, mais les problèmes de santé mentale sont encore peu connus. Puis tu sais, il y a des bons malades puis des mauvais malades. Il y a, là, tu sais, c'est correct de dire que tu fais de l'anxiété, mais c'est pas correct, par exemple, de dire que t'es bipolaire. Tu sais, Ouais. il y a des catégories de maladies qui sont, ça c'est correct puis ça c'est pas correct. Les gens sont encore hyper stigmatisés Ouais. par justement le spectre de la santé mentale. Puis il y a encore des plafonds de verre à défoncer à ce niveau-là, sachant que ben les prochaines études qui vont sortir, ils vont nous nommer très clairement qu'une personne sur 3 a une difficulté, a un trouble en santé mentale, que ça soit de l'anxiété à la dépression, tu sais, le spectre est large. Oui, absolument. Fait que c'est sûr qu'il y a de la stigmatisation, puis c'est sûr que les gens vont prendre la médication qu'ils le diront pas nécessairement. Qui vont, puis c'est un peu ça qui crée cette crise-là qui s'en vient, tu sais, c'est qu'on le dit pas qu'on le prend, on développe d'autres problématiques. On le voit très bien dans le documentaire aussi, où est-ce que les gens vont avoir une résistance à cette médication-là qui rend le sevrage hyper difficile. Là. Ouais. Tu sais, puis ça, la stigmatisation en est, tu sais, ça l'amène les gens à peu parler de leur réalité. Ouais. Quand on est au courant des droits que les gens peuvent avoir, est-ce que, justement, il vous arrive de « Oh my God, j'ai droit de ça, j'ai droit de me poser des questions, j'ai droit de dire « Hey, il me semble que ça, c'est pas correct. Il y a quelque chose qui cloche. » Est-ce qu'il y a une surprise dans les gens qui vont vous voir? Ben, c'est surtout de leur montrer qu'ils sont maîtres de leurs décisions, qu'ils sont responsables de leur état. C'est ça la plus grande surprise, c'est que quand t'es pris en charge par l'État, ben t'es plus responsable de rien, tu sais. Ouais. Puis au contraire, tu peux choisir ton médecin, tu peux avoir accès à ton dossier médical, tu peux choisir la médication que tu prends. Puis ça, ben on te laisse toujours en dehors de ça. Parce que là, ben, on s'entend qu'un malade qui est docile, on va dire ça comme ça, là, une personne qui est à l'hôpital qui est plus docile, c'est un bon malade. Tandis que la personne qui pose des questions, « Oh mon Dieu, cette personne-là est résistante à son traitement. » En réalité, tu sais, c'est simplement qu'elle se pose des questions. Puis elle a un esprit un peu plus critique. Fait que les gens qu'on va dire qui vont avoir subi les traitements, qui viennent nous voir pour justement défendre leurs droits, eux vont être surpris. Parce que quand ils ont été à l'hôpital ou quand ils ont suivi leur traitement, ils ont pas pensé qu'ils avaient le droit de poser des questions. Parce que souvent, ben, on se dit, le médecin, ben, doit connaître ces choses. Un psychiatre qui a étudié pendant X nombre d'années. Puis on doit Puis leur faire dit, confiance. Ouais, c'est ça, mais il nous dit, ouais, mais prends ça. Oui, exact. Mais est-ce que le traitement, est-ce qu'on a l'ensemble des traitements? C'est ça, parce que exemple donné, des benzodiazépines, il y en a un char, là. On en a du choix là-dedans. Est-ce que, exemple donné, je vais prendre le lorazépam, est-ce que c'est bon pour moi? Ça a l'air d'être une pilule que beaucoup de gens vont prendre. Miracle. Mais oui, c'est ça, mais est-ce que c'est vraiment bon pour nous? C'est que le temps manque à expliquer c'est quoi les effets secondaires, puis je suis même pas certaine si eux-mêmes sont au courant de tous les effets secondaires. Puis, je veux dire, il y a des croyances aussi avec les médecins qui vont dire, ben, ça, c'est un diagnostic, c'est pas un effet secondaire. Fait que, tu sais, il y a la médication amène des effets secondaires qui vont être traités comme un diagnostic plutôt que, ben, c'est peut-être ce type de médicament-là qui ne fit pas avec la personne. Puis c'est sûr que les gens, on doit croire le médecin, mais pas à n'importe quel prix. Si, à l'intérieur de toi, tu prends la médication puis tu vois que ça fonctionne pas ou que tu as des effets secondaires indésirables, vas-y, parle-en. Tu sais, faut en parler aux professionnels. Puis si le professionnel te croit pas, ben il y a des ressources, il y a des recours. Eh bien, vous en êtes des recours. Merci beaucoup, Rebecca Labelle, coordonnatrice de
droit accès de l'Outaouais. Et si jamais on veut vous rejoindre, eh ben, on le fait comment? C'est quoi la façon la plus facile? La façon la plus facile, c'est définitivement d'appeler directement dans nos locaux. Généralement, au bureau, il y a quelqu'un qui répond au téléphone du lundi au jeudi. On a aussi tout notre Facebook qui est hyper interactif. On a également le site web avec de l'information. Puis on a aussi un bel outil là, de défense des droits sur notre site web. Ben, au 819-777-4746. Exact. On va le noter ici en bas. Tous les détails vont être en bas d'écran. Parfait. Merci beaucoup encore une Merci fois. beaucoup. Est-ce que vous aimez la musique trad? Eh bien, mon prochain invité, lui, aime tellement ça qu'il en a créé un festival. Et d'ailleurs, il a créé beaucoup plus que le festival du niveau de la musique trad. On va en revenir un peu plus tard avec ça. Mais Martin Sabourin, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Merci de l'invitation. Ben oui, on va parler de la musique trad parce que le festival trad de Ripon commence à avoir, après quelques années, une certaine notoriété aussi. Et puis, bon, avec, je disais, vous avez créé de la musique trad au sens large du terme parce que vos trois fils font partie du Diable à 5. Sans vous, le Diable à 5 s'appellerait le Diable à 2. Ouais, c'est ça. Sans moi et ma conjointe, il y a 3 cinquièmes du Diable à 5 qui n'existerait pas. Et ça doit faire quand même plaisir de voir, bon, ses fils évoluer là-dedans. Est-ce que c'est parti de l'expérience du Diable à 5 pour créer le festival trad de Ripon? Ou est-ce que vous étiez déjà fan de musique trad bien avant? Pas mal. Et un a amené l'autre. Ouais, j'étais pas mal fan, je vous dirais, depuis... Je sais pas, moi, mais... Je suis pas un grand musicien, je joue de la guitare, puis dans mes premiers tunes, j'ai appris à jouer, c'était Rêve du Diable, tu sais, je me souviens, là, tu sais, les albums de Rêve du Diable des années 70, fait que j'ai toujours aimé ça quand même, puis les albums de la bottine souriante, je jouais mes gars, là, il y avait 8-9 ans, puis on écoutait ça là, dans la maison, fait que tu sais, ils ont baigné un peu là-dedans, c'est sûr. Et puis, dans la région, dans Petite Nation, il y a comme une certaine belle énergie à ce niveau-là. Absolument. Puis le festival, c'est certain que la venue du Diable à 5 a boosté tout ça. Mais ça faisait longtemps qu'on mijotait quelque chose, moi, mais d'autres personnes. C'est ça qui est drôle. À un moment donné, là, tu te rends compte, puis finalement, on mijotait tout un petit peu quelque chose. Je pense aux gars de la Tuque Bleue. Eux autres sont l'autre génération de mes fils, mettons. Ils sont tous dans la quarantaine. Il dit, ça fait longtemps qu'on pensait à un festival. Comment qu'on l'organisait? Eux autres, ils avaient pensé sur une terre là, à Ripon, monter un chapiteau, puis tout ça. C'était vraiment... moi, j'avais mes idées dans le village, avoir un festival. Et tout ça a fait, je pense, avec l'énergie du Diable à 5 aussi, ben ça a un peu boosté l'affaire pour dire, on est prêt, on est mûr pour avoir un festival. Là. On s'en parlait un peu hors d'onde. La musique trad a eu son heure de gloire un peu plus vers la fin des années 80 quand on parlait de la fameuse soirée canadienne. C'était de la musique trad au sens pur du terme. Là. C'était vraiment... Mais après ça, il y a eu quand même un certain trou dans les années... il y avait la bottine souriante, mais c'était à peu près les seuls. C'était pas, comme on dit en anglais, mainstream. Mais là, on voit que le vendredi soir, à Radio-Canada, il y a une émission qui s'appelle La Grande Veillée, dont le Diable à 5 a fait... on se rend compte que, de un, la musique trad, c'est bon. Ben oui. Et puis de deux, il y a plus de groupes qu'on pensait qui s'intéressent et d'une génération... moi j'ai 40 ans, donc une génération après moi, là, dans la vingtaine, trentaine, qui s'intéresse à cette musique-là et puis qui en crée des nouvelles. Oui. J'imagine que quand on fait un festival, ça doit quand même... On doit avoir plus l'embarras du choix que d'inviter les deux mêmes groupes tout le temps. Ça, c'est sûr. Et je regardais La Grande Veillée, puis là, ça, c'est bon, quand même. Je connaissais pas ça. Tu sais, ça vient de l'Atlantique, ça vient de... Alors, c'est certain, cette émission-là, sa deuxième année, puis c'est vraiment intéressant. Puis ça montre au moins qu'est-ce qui existe en musique traditionnelle. Il y a beaucoup de renouveau dans la musique traditionnelle, puis je suis pas le seul à le dire. Depuis, un peu comme tu disais, là, dans les dernières années, là, je dirais depuis une dizaine d'années qu'il y a vraiment un bel engouement.
Et puis, il y en a toujours eu. Là, il y a des groupes là, qui existent depuis les années 90 qu'on connaît à peu près pas. Là, on a eu Mes Aïeux avec Stéphane Archambault, l'animateur de l'émission La Grande Veillée. Mais à part de ça, il n'y en avait pas beaucoup. Là, C'est ça. Mes Aïeux, c'était un néo-trad, un peu folk québécois. Mais ils amenaient quand même, dans leur arrangement, mais aussi toute l'écriture de leurs chansons, le côté un peu historique, folklorique peut-être. Puis c'est certain que ça l'a amené un certain engouement aussi. Mais des bons bandes de musique trad, des bels arrangements en musique traditionnelle, on en a là, au Québec là, vraiment beaucoup, puis c'est vraiment intéressant. Puis comme tu dis, là, pour créer un festival, là, ben, il y a un embarras du choix. Puis moi, ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est les gens qui viennent à notre festival vont découvrir plein de choses. Là, ils vont voir des groupes de musique traditionnelle et dire « Hey, c'est vraiment bon. » Je me le fais dire beaucoup. Fait que ça, c'est un peu de notre fierté en même temps de montrer cette musique-là. Puis de montrer à nos festivaliers qui viennent de l'extérieur ce qu'on fait ici dans la région, parce qu'on a des bons groupes. On parle du Diable à 5, mais la Tuque Bleue, puis il y a de l'émergence de d'autres groupes, là, les Dames d'abord, on a Frères et Frères, on a un groupe Les Bobettes, là, de filles a cappella de Ripon, là, ils sont de Ripon. On dirait que ça allait amener vraiment comme là aussi une émergence, puis c'est ça qui est intéressant, puis des musiciens des très très bons musiciens sans nécessairement être dans un band, et on a le Grand Portage qui était aussi un groupe de musique traditionnelle là, depuis longtemps ici, là, dans Petite Nation puis dans l'Outaouais. Alors tout ça fait que à notre festival, ben ça permet de les montrer à nos festivaliers qui viennent de l'extérieur aussi. Là, la raison pour qu'on se parle du festival Trad au mois de février, c'est que vous allez avoir votre AGA le 13 mars prochain. Oui. Et puis, comment va le festival au niveau plus, j'allais dire, administratif de la chose? Est-ce que vous en tirez bien? Est-ce que, justement, ça... avec la popularité de la musique trad, ça fait que votre festival est en vie et va le rester? Oui, d'autres, on désire que ce festival-là dure dans le temps. Moi, je dis tout le temps, quand le monde va être écœuré du festival, on passera peut-être à d'autres choses, mais c'est pas ça du tout dans le contexte actuel. L'engouement est là. Ah oui, vraiment. Là, on entend beaucoup parler, puis d'année en année, on voit ça grandit. Notre festival, ça dépasse un peu ce qu'on s'était planifié. On s'était fait un objectif 3-5 ans, mais on a dépassé ça, là, même au niveau budgétaire et tout. On est une OBNL, en fait, un organisme sans but lucratif. C'est pour ça qu'on a un AGA, parce qu'on est formé il y a 10 administrateurs dans notre organisation. Un peu comme ici. Ah oui, c'est ça. Hein? Oui, exactement. Alors ça, c'est la première chose. Donc, notre AGA qui va avoir lieu au mois de mars, mais une fois par année, on tient une réunion générale. Et puis, c'est là qu'on va devoir... il y a des administrateurs qui sont renouvelés, mais il va y avoir des postes aussi en élection. Et notre santé financière va bien. On n'a pas de déficit en partant. Déjà, pour un festival, on en a... Vous êtes à 4e, 5e édition? Oui, nous, on a été créé, notre organisme a été créé novembre ou décembre 2018. Donc, notre première AGA avait eu lieu en mars 2019, donc ça va faire 5 ans. Dans les éditions, il y a eu la COVID, là, qui est un peu... Jouer les cartes un peu, on s'entend. Là, mais ça serait 5e édition cette année, sinon ça aurait été la 6e. Mais ça serait 5e édition qu'on va vivre en septembre prochain. Donc, ça va bien. Puis, je vous dirais, là, même au niveau budgétaire, là, je pense que depuis 2019, on a triplé notre budget. Oh, quand même. Et là, on prévoit, on planifie aussi de l'accroître cette année, accroître notre budget de programmation. C'est sûr c'est fragile. On est un organisme, ça reste fragile. Nos revenus autonomes, c'est quand même intéressant. C'est au-delà de 60% de nos revenus de l'organisme. Fait que ça, c'est intéressant. Revenu autonome veut dire vente de billets, de passeports, les ventes de bière, dans le fond, la tenue de nos bars, la marchandise, tout ça, là, des revenus qu'on fait avec le festival. Fait que ça, c'est intéressant. Maintenant, on a des commanditaires,
c'est sûr que nos commanditaires locaux, moi, je suis toujours impressionné d'année en année. On les contacte. Moi, j'aime pas la vente à pression. Je suis pas un vendeur. Pas du tout. Mais je connais beaucoup de personnes. Je connais beaucoup d'organismes. Pas juste moi, là, mais notre organisation. Alors, on aime, d'année en année, aller revoir nos commanditaires puis savoir cette année, qu'est-ce que voulez-vous réembarquer avec nous? On crée des projets. Alors, ça, c'est une part de notre financement qui est vraiment importante. Puis aussi les subventions, ça, c'est sûr. Maintenant, les subventions, là, cette année, on souscrit à de nouvelles subventions, mais il faut démontrer, la vitalité. La vitalité, exactement, du festival. Et puis c'est normal, là, je veux dire, à un moment donné, ça devient de l'argent public. Là, Puis on a des années passées aussi, on avait les subventions MRC, Tourisme Outaouais, la municipalité, Patrimoine Canada. Cette année, on essaie d'élargir avec Tourisme Québec aussi, etc. Donc, il faut démontrer que, je vous dirais même plus, la vitalité de l'organisme, mais la pérennité. La pérennité, puis le bienfait, tu sais. On met-tu juste de l'argent là pour le fun, ou bien ça répond à quelque chose? Puis présentement, ça répond à quelque chose. Ça répond aux demandes certains. Exact. Puis tu sais, on a 2 mandats, c'est de créer un festival, c'est d'avoir du plaisir, c'est que les gens viennent en famille, qu'on vive des bons moments, mais c'est aussi de montrer, comme on parlait tantôt, ce qui se passe en musique traditionnelle. Fait que je trouve que le mandat est aussi important à ce niveau-là, tu sais, de faire découvrir la vitalité qu'il y a dans la musique traditionnelle au Québec. Et d'ailleurs aussi, tu sais, parce qu'on veut élargir de plus en plus nos artistes provenant de l'extérieur. Cette année, on travaille là-dessus, là, présentement. Alors, c'est tout ça notre mandat de notre festival, puis on souhaite que ça dure là, le plus longtemps possible. On dit souvent que les 5 premières années dans une entreprise sont les plus cruciales. Vous avez passé à travers une pandémie aussi, à travers tout ça. Oui. On vous souhaite la plus longue existence possible parce que la musique trad, ça fait partie de nous, ça fait partie de nos racines. Tout à fait. Et puis, faut pas oublier, il y a une chanson qui disait pour savoir où on va, faut savoir où on est allé. Donc, c'est bien vrai. Merci beaucoup, Martin Sabourin, président plaisir du Festival Trad de Ripon, d'avoir été avec nous. Merci. Merci d'avoir été des nôtres pour cette édition du jeudi 22 février de Studio Libre. Aujourd'hui, on a parlé avec Rebecca Labelle, coordonnatrice de l'organisme Droit Accès de l'Outaouais, et aussi Martin Sabourin, président du Festival Trad de Ripon. J'aimerais aussi vous rappeler que toutes nos émissions sont disponibles sur notre chaîne YouTube et on a aussi notre page Facebook. Comment nous trouver? C'est bien simple, TVC Basse-Lièvre partout. Vous tapez ça et vous allez nous trouver. Je vous remercie encore une fois d'être des nôtres à chaque émission et on se retrouve, nous, mardi prochain pour un autre Studio Libre.